Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir la façon avec laquelle Elasticsearch organise ses données. Dans le cadre de la formation, on va utiliser le même exemple jusqu'au bout. Ici, il sera question de mettre en place un site qui permettra aux utilisateurs de créer des groupes de rencontres en vue d'un événement prochain. On distinguera donc deux types de documents. On aura un premier type pour groupe de rencontres, Get Together par exemple en anglais. Ensuite, on aura un autre type événement pour Event. Pour pouvoir injecter des données dans Elasticsearch, on utilisera l'outil Curl. Curl est un outil qui nous permettra d'indexer, de faire des recherches et de récupérer des données au sein de notre moteur de recherche. Lorsque vous avez un système qui gère des données, pour qu'il soit rapide et performant, il est nécessaire d'avoir une bonne disposition au niveau des données. On en distingue deux. Sur Elasticsearch, on a une disposition qui est logique et une disposition qui est physique. La disposition logique correspond à ce que doivent connaître les applications qui vont utiliser Elasticsearch. Par exemple, sur Elasticsearch, l'unité d'indexation et de recherche la plus petite est le document. Les documents correspondent par exemple à une ligne dans une base de données relationnelle. Ces documents-là sont regroupés en types qui eux-mêmes correspondent à des lignes dans un tableau. Ensuite, on a la disposition physique. La disposition physique, quant à elle, correspond à la façon avec laquelle Elasticsearch traite vos données en arrière-plan. Par exemple, on va se rendre compte qu'un index peut être divisé en plusieurs fragments qui peuvent migrer entre les serveurs composant le cluster que vous avez mis en place. Tout cela est transparent pour les utilisateurs, pour ceux qui utilisent votre système. Mais par contre, sont très importants pour celui qui administre le système. Vous allez vite vous rendre compte que la façon à laquelle vous dimensionnez votre moteur de recherche, au niveau des fragments, du cluster et des nœuds, va grandement influencer votre performance, l'évolutivité de votre système et même la disponibilité. On a ce schéma-ci, c'est ce que je viens de vous résumer tout à l'heure. Sur le côté gauche, on a la disposition logique qui est ce que voient les utilisateurs. Vous voyez qu'ici, sur la gauche, on a un index qui à l'intérieur comporte deux types, le type groupe et le type event. C'est tout ce que l'utilisateur a besoin de savoir. Pourtant, sur la droite, on va un peu plus loin. On regarde ce qui se passe à l'intérieur. Là, on a la possibilité de voir quels sont les nœuds qui appartiennent à notre cluster, quels sont les fragments et ensuite les réplicas qui y sont associés. On va s'intéresser d'un peu plus près à la disposition logique sur Elasticsearch. L'opération d'indexation est le fait d'indexer un document. Ça signifie enregistrer un type dans un index. Par exemple, ici sur le schéma, là on a l'index Get Together. À l'intérieur, il compose deux types, le type Event et le type Group dont on a parlé. Si par exemple on veut indexer un document, il suffira de faire un appel HTTP via l'API REST directement sur notre serveur, sur une instance du serveur. C'est tout ce que l'application utilisateur a besoin de savoir. Sur un moteur de recherche Elasticsearch, on peut retrouver plusieurs index. Par exemple, ici, on en distingue deux. On a l'index sur lequel on va très souvent se focaliser, Get Together. Mais par exemple, dans le cadre de notre site, on peut aussi envoyer un index qui pourrait s'appeler Get Together Blog. C'est celui qui va s'occuper de tous les posts. Et ainsi de suite. Vous pouvez avoir plusieurs index qui tournent sur votre moteur de recherche Elasticsearch. Lorsqu'on indexe des documents d'Elasticsearch, comme dans tout système de gestion de données, il faut être capable de pouvoir identifier de façon unique un document. Sur Elasticsearch, ça se fait ainsi. On dispose d'un index, d'un type, un ID. C'est la combinaison de ces trois-là qui vous permettent d'identifier un document de façon unique. Par exemple, quand vous voyez les URL qu'on a ici, on a Get Together Event 2, Get Together Group, ensuite l'ID 1. Ensuite, on a Get Together Blog Post, ensuite l'ID 4. Ce sera toujours la même chose. Je résume, l'index, le type, l'ID. C'est comme ça qu'on pourra identifier nos documents de façon unique. Dans la suite, il sera question de définir ces concepts-là un peu plus en détail. On va par exemple commencer par le document. Au tout début de la formation, je vous avais fait comprendre qu'Elasticsearch était orienté document. Ça signifie que le document est l'unité la plus petite qu'on puisse utiliser lorsqu'on veut faire une indexation sur notre moteur de recherche. On peut les caractériser par 3 points. Un document peut être dit autonome. Autonome, ça signifie qu'en lui seul, il se suffit. À l'intérieur, vous avez par exemple la première image qui est tout ici en haut, à droite. On a le nom et la valeur. Ça sera toujours organisé de cette façon. Clé, valeur, clé, valeur. On a name pour Elasticsearch Denver. Organizer, on a Lee. Ensuite, on a l'attribut location pour Denver, Colorado, USA. Vous voyez qu'ici, toutes les informations sont présentes. Ensuite, on dit que les documents ont une structure hiérarchique. Ça signifie qu'à l'intérieur d'un document, vous pouvez avoir deux documents, comme par exemple sur la deuxième figure. Vous voyez bien que sur l'attribut location, là par contre, on a une autre JSON à l'intérieur.
sur une base de données relationnelle, ça se manifesterait via des clés étrangères. Et vous aurez eu besoin de faire par exemple des jointures, ce genre de choses. Alors qu'ici, en récupérant juste ce document-ci, vous avez directement toutes les informations. C'est ça qui fait la force d'Elasticsearch, vu qu'il est orienté document. Ensuite, on dit qu'il a une structure flexible. Ça signifie que vous n'avez pas de schéma prédéfini. Dans les deux premières images, on a enregistré un attribut location. Dans les deux cas. Par exemple, dans le troisième, vous voyez que ça n'existe pas. Et c'est possible, on peut avoir un groupe qui a été créé mais qui n'a pas encore d'endroit prédéfini. Ça signifie donc que l'attribut location n'aura pas lieu d'être. Et là, ça ne pose pas de problème parce que Elasticsearch ne vous oblige pas d'avoir des données ou pas, vu qu'il n'est pas rattaché à un schéma prédéfini comme vous aurez eu besoin de faire dans une base de données relationnelle. Ensuite, on a les types. Les types peuvent être définis comme des conteneurs logiques pour les documents. On a la même chose au niveau des bases de données relationnelles. Les tables peuvent être vus comme des conteneurs au niveau des lignes. Petit rappel, je vous ai fait comprendre qu'on avait deux types dans notre index à nous, l'event et le groupe. Ensuite, on a le concept de mapping. Si vous voulez, à chaque fois que vous définissez des champs dans un type, ça s'appelle mapping. Par exemple, tout à l'heure, on avait un document dans lequel on avait le name, la localisation, les membres, ce genre de choses. En gros, on pouvait dire que l'attribut name était mappé sur le type string. Et l'attribut geolocation était mappé sur un type bien défini, un type bien spécifique. Il s'appelle geopoint. On reviendra dessus dans les vidéos suivantes. Mais vous pouvez déjà rentrer sur les slides précédents, vous allez le remarquer. On peut se poser la question, vu que l'Elasticsearch est dépourvu de schéma, schemaless comme je vous disais précédemment, pourquoi chaque document appartient à un type et chaque type contient un mapping? La réponse est que quand je vous dis que l'Elasticsearch est dépourvu de schéma, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas lié à un schéma spécifique. Donc, en gros, on a bien un schéma qui est présent au niveau de la base de données. La seule différence avec ce que vous avez au niveau des bases de données relationnelles, c'est que vous n'êtes pas tenu de respecter ce schéma-là. Ça signifie que à chaque fois que vous rajoutez un document dans un type, Elasticsearch définit le mapping à votre place. Par exemple, vous avez dit name, il a vu que c'est un nom, il va donc dire que dans son schéma, il va mettre un type string pour le nom. Ainsi de suite, vous allez mettre par exemple âge, là-dedans vous allez mettre le chiffre 27 pour 27 ans. Dans le schéma, il faut qu'il ait un attribut qui s'appelle âge et qui est de type long, ce genre de choses. Ce qu'il fait, il le fait automatiquement. Donc en gros, à chaque fois que vous allez rajouter des attributs, il va mettre à jour votre schéma de façon automatique. C'est ce qu'on appelle le mécanisme d'autodétection. C'est plutôt pratique, ça te permet d'aller assez rapidement. En gros, le schéma n'est pas figé. Le schéma correspond uniquement aux données qui sont présentes dans la base de données. Si vous décidez de rajouter un document qui a d'autres champs dans le même type, tout ce qu'il va faire, c'est rajouter ce champ-là dans le schéma. Il y a tout de même des inconvénients à ce mécanisme d'autodétection. C'est que, par exemple, je vous ai dit, vous pouvez avoir à mettre un champ qui s'appelle âge. Là-dedans, vous mettez 27 pour dire 27 ans. Donc, en gros, ce que Elasticsearch va comprendre, c'est que dans l'attribut âge, il faut qu'il le mappe avec un type long ou bien integer. Sauf que si vous envoyez un autre document avec le même attribut âge et que là-dedans, vous mettez par exemple hello, c'est-à-dire une chaîne de caractères, là, il va planter. Parce que vu déjà que, il va reconnaître que l'attribut existe déjà dans son mapping, dans son schéma, ce qu'il va essayer de faire, c'est le mapper directement avec le type qu'il avait mis avant. Précédemment, il avait mis long. Donc, lorsque vous allez essayer de l'indexer avec une chaîne de caractères, il va dire qu'il n'est pas d'accord. Vous aurez une erreur. C'est pour ça qu'en production, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on désactive ce mécanisme d'autodétection et on met en place un schéma bien défini, de façon à ce que tous les documents soient conformes à ce schéma-là. On m'a dit qu'en environnement de développement, ça ne pose pas tellement de problèmes, vu qu'on est en local. Et enfin, l'index. Les index peuvent être définis 1 comme des conteneurs logiques pour les types de mapping et 2 comme des blocs de documents qui sont indépendants mais situés néanmoins sur le même espace de fichiers. Les index sont aussi configurables. On a des attributs par exemple qui reviennent très souvent. Par exemple, on a l'attribut refresh interval. C'est l'attribut qui vous permettra de dire à Elasticsearch dans quel intervalle de temps il doit rafraîchir à chaque fois ses données. En général, il est d'1 seconde. Ça signifie qu'à chaque fois que vous allez indexer de nouveaux documents, 1 seconde plus tard, les documents seront disponibles sur la plateforme. Si vous décidez de raccourcir par exemple ce temps-là, ça peut être très coûteux en ressources. C'est pour ça qu'on préfère mettre 1 seconde et ne pas par exemple rafraîchir les données à chaque fois qu'on a une indexation. C'est pour ça qu'on dit qu'Elasticsearch est real-time. Le fait d'avoir plusieurs index sur votre moteur Elasticsearch, ça vous permettra d'avoir la possibilité de mettre en place des recherches beaucoup plus flexibles. Par exemple, mettre en place des recherches sur plusieurs types, plusieurs index.
On voit donc très vite que la façon à laquelle les données seront organisées sur votre cluster va directement impacter les performances que vous aurez de votre moteur de recherche. Ensuite, pareil, je ne vais pas revenir dessus tout le temps, on a le nombre de fragments. Dans la vidéo d'introduction, je vous disais qu'un index pouvait être composé de plusieurs fragments. C'est ça qui va grandement améliorer l'évolutivité de votre moteur de recherche, vu que vous aurez la possibilité de faire des recherches en parallèle sur plusieurs instances de Elasticsearch. En général, le concept de fragment est arrivé du fait qu'un index pouvait se retrouver être trop gros pour continuer à tourner sur le même serveur, sur le même nœud. En gros, ce qu'ils ont mis en place, c'est la possibilité d'avoir le surplus de données envoyé à un autre serveur, c'est-à-dire qui seront disponibles à partir d'un autre nœud. Ça nous permet de gagner en espace. Donc en gros, au lieu d'augmenter par exemple la capacité de votre disque dur, tout ce que vous aurez à faire, c'est lancer une autre instance et les données qui seront en surplus vont tourner sur cette instance-là. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez donc que c'est beaucoup plus facile à scaler. Tout ce que vous avez à faire, c'est rajouter des nœuds dans votre architecture si vous avez besoin de plus de ressources. On arrive maintenant à la fin de la vidéo. Dans la prochaine, on va aborder la deuxième partie sur l'organisation des données, c'est-à-dire la disposition logique. Là, on verra un peu plus en détail les notions de cluster, index, fragment, réplica, primaire. Merci et à bientôt.